pour la deuxième thème du forum Smart City, la tribune. Un thème qui aborde la Smart City et les centres-villes. Est-ce que la Smart City, donc la ville intelligente, peut sauver les centres-villes? Pour en parler avec nous, Richard Curnier, directeur régional de la Caisse des dépôts, Monde des territoires. Je l'ai bien faite ou c'était l'inverse? C'est ça. Jérôme Tramy, donc directeur du développement chez ICAD Promotion. Bertrand Sertre, c'est le monsieur numérique de Toulouse Métropole. Et Cédric Piazza de la startup WheezyShop. Je ne sais pas si on peut encore dire startup. Voilà. Donc WheezyShop, qui est une startup niçoise. Quand on évoque la Smart City et les centres-villes, on peut dire que la Smart City est souvent résumée au numérique. Donc numérique et centre-ville, est-ce que ce sont deux termes qui sont antinomiques ou au contraire qui peuvent être tout à fait en synergie? Oui, monsieur Curnier. Bonjour à tous. Voilà, Smart City, c'est vraiment un vrai sujet. Je crois qu'aujourd'hui, de toute manière, il y a des nouveaux besoins des concitoyens. On voit bien qu'il y a des sujets sur l'immobilier. Tout à l'heure, à la table ronde précédente, j'ai écouté qu'il y a des nouveaux usages, coworking, pas de coworking, des sujets sur le stationnement intelligent, des sujets sur l'énergie avec le développement des smart grids, des sujets sur le tourisme notamment avec toutes les nouvelles applications. Et je suis passé tout à l'heure comme vous, probablement dans le salon, il y a beaucoup d'applications, notamment sur les sujets de tourisme. Donc c'est un vrai sujet, la Smart City, et c'est cette capacité aussi de la ville que doit avoir la ville. Et les élus à côté de nous, ils en diront un petit peu plus, mais c'est d'adapter aussi la ville à ces nouveaux besoins des concitoyens qui sont de plus en plus nombreux. Et grâce à ça, finalement, c'est maintenant, c'est pas un téléphone, c'est un smartphone d'ailleurs, mais on a de plus en plus besoin de son smartphone aujourd'hui pour circuler, pour travailler, pour faire du tourisme. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui de la Smart City. On va demander sa vision à l'élu. Merci beaucoup pour cette question et cette invitation. Alors, je me permets de regrouper ce qu'on vient de dire, mais surtout sur la table ronde précédente, parce que c'est vrai qu'à Toulouse, on a un petit peu le résumé de tout ce qui a été dit à la table ronde précédente. C'est-à-dire qu'on a commencé à être très en amont dans cette co-construction dont on parlait tout à l'heure, entre finalement les industriels, les startups et les citoyens, et en incluant dès le début les citoyens dans la co-construction de leur Smart City, de leur ville de demain. Cette ville de demain, cette Toulouse de demain, cette métropole toulousaine de demain, on l'a appelée l'Open Métropole parce qu'elle est vraiment basée sur tout ce qui est Smart Data, données intelligentes. C'est un peu l'objet aussi de tous les enjeux qui sont en devenir, comme l'intelligence artificielle, et on l'a co-construite dans des partenariats publics-privés, parce qu'on sait bien que les collectivités ont de moins en moins d'argent, mais par contre, les pouvoirs publics en ont moins, mais les entreprises en ont encore un peu, donc on essaie de co-construire ensemble ces usages pour faire la vie de demain. Alors, Toulouse, elle a eu cette démarche un peu innovante, on était une première métropole en France à avoir travaillé dans ce sens, avec un véritable schéma directeur de la Smart City qui nous a pris 8 mois à reconstruire avec l'ensemble des acteurs dont j'ai parlé, et on a déduit de ça 15 grands projets pour redynamiser, urbaniser notre ville de demain dans les domaines divers et variés qui sont la mobilité, bien sûr, le transport aujourd'hui, les villes, comment faire en sorte, notamment avec le véhicule autonome, le véhicule du dernier kilomètre qui est expérimenté à Toulouse depuis 6 mois sur Toulouse et 6 mois en périphérie toulousaine. Ça, c'est un des gros chantiers, mais aussi au point de vue de l'énergie. Comment effectivement construire demain les futurs quartiers qui seront d'un point de vue plus efficients d'un point de vue énergétique et qui seront plus conformes avec ces fameux smart buildings. C'était un peu l'objet aussi de la table ronde précédente, dont à Toulouse, cette fameuse tour d'Occitanie qui va être la première tour de 150 mètres de haut à Toulouse, moderne, smart building, dans un quartier entièrement rénové qui, sur les enveloppes 2030, aura eu à peu près 1 milliard d'investissements autour de la gare et l'arrivée de la LGV, on l'espère tous, entre 2024 et 2030, en tout cas le plus tôt possible. Donc une vraie dynamique au niveau des territoires, mais pas que, aussi dans des domaines, d'autres domaines, comme on parlait tout à l'heure de la cyberéconomie, le directeur de l'innovation d'un nouveau groupe
concurrent de Vinci était là, c'est ça, je crois. Il parlait du Modulab. Le Modulab, c'est un petit peu un laboratoire d'innovation sur l'habitat du senior de demain et avec des applications et des usages. Et effectivement, il parlait de start-up. Il y a une start-up aussi toulousaine qui s'appelle Atelier, qui travaille sur du prédictif et d'analyse pour le métier de domicile et les comportementales des immobiliers. Donc je veux dire, il y a un certain nombre d'usages, de projets qui ont été mis à disposition, qui sont en train d'être construits, co-construits à Toulouse, et puis les fameux usages des citoyens qui permettent de vivre mieux dans sa ville. Toulouse, je rappelle, la première ville en France à avoir mis la 4G dans le métro. Paris, ça existait déjà, mais pas sur l'ensemble du réseau, et ça ne marche pas très bien. Nous, on a trouvé un financement innovant avec les opérateurs et avec la collectivité sur un panel de 10 millions d'euros qui nous a permis de, finalement, ça revient quasiment à 300 000 euros aux citoyens toulousains, qui sera amorti sur 5 ans, une ordonnance annuelle de 50 à 60 000 euros pour les opérateurs, avec un coût d'opérateur de millions. Mais sans rentrer dans les détails, on a l'innovation aussi dans des moyens de financement pour co-construire cette ville de demain, pour que les gens vivent mieux et que finalement les centres-villes, on parlait de la verticalité tout à l'heure avec Mme Vanel, la philosophe, c'est aussi finalement cet habitat. Il y a deux façons de densifier dans une ville, on veut de façon horizontale, de façon verticale. L'horizontalité, il y a de moins en moins de fonciers, il y a moins de terrain, c'est de plus en plus compliqué. Moi, je suis maire de quartier de Toulouse de 20 000 habitants, donc je suis confronté avec les promoteurs journalièrement, presque, sur comment on fait pour essayer d'accueillir plus de 19 000 personnes chaque année sur l'aire urbaine toulousaine, 10 000 intramuros, et puis finalement respecter aussi le vivre ensemble, le bien vivre, l'environnement, les arbres. Enfin, c'est compliqué, donc on va essayer de faire un petit peu de verticalité. On travaille sur un futur PLUH, conformité, qui va être voté l'année prochaine, où justement, ce que disait Nicolas Hazard tout à l'heure, toutes ces données environnementales, sociétales, ainsi que tout ce qui est développement durable, comme la CAN, soient intégrés dans cette façon de penser la ville de demain, à la fois dans les quartiers périphériques comme dans les quartiers centre-ville. Alors il y a moins de possibilités dans le centre-ville parce que c'est un peu figé. Alors on travaille effectivement sur la verticalité, notamment sur notre quartier autour de la gare, Tézot, qui s'appelle Tézot. Mais bon, dans d'autres quartiers, on travaille un petit peu différemment. Et tout ça pousse finalement à une ambition qui est celle de ce qu'on disait, se mieux vivre ensemble dans nos grandes villes. Toulouse, c'est la 4e ville de France, c'est la capitale européenne aéronautique, je me rappelle, mais tout le monde en France, c'est quand même aussi un hub de passage qui accueille beaucoup de monde chaque année, des gens qui viennent travailler, qui viennent vivre. L'attractivité de Toulouse Métropole fait qu'aujourd'hui, on est obligé de se poser les bonnes questions pour l'avenir et pour prévoir les villes de 2030. Alors justement, là, j'ai envie de poser la question aux professionnels de l'immobilier. Quand vous êtes, que ce soit ici à Nice, on a une opération d'intérêt national qui est en construction, qui a déjà bien démarré, mais qui est toujours en construction. Forcément, quand vous voulez être sur ces projets-là, on vous demande d'être innovant. Il y a une ville qui est repensée. Et comment est-ce que vous répondez à ces besoins en projetant aussi sur les besoins de demain? Alors, ce n'est pas forcément de repenser la ville. On parle souvent au niveau politique de reconstruire la ville sur la ville, puisqu'elle a un patrimoine, elle a un historique, elle a des personnes, des gens qui vivent et qui font vivre la ville. Pour la Smart City, c'est une évidence, elle ne sert pas à désertifier les centres-villes, c'est le contraire. Elle vient amener un lien complémentaire, un lien entre les gens, un lien social, avec un support numérique. En fait, c'est un nouveau support, c'est un nouvel usage. Aujourd'hui, il est indispensable de se servir de son smartphone, comme on disait, mais pour toute autre chose que de téléphoner. C'est un outil. C'est un outil qui va permettre demain de s'occuper, peut-être en amont par l'intelligence artificielle, du développement économique. On peut le voir dans certaines villes, il y a un exemple assez flagrant, c'était la ville de Détroit aux USA. C'est une ville qui a connu une grande expansion économique pendant l'ère automobile, qui a réussi à créer sa richesse sur l'industrialisation, qui en 2003 avait failli être la ville la plus dure des États-Unis et qui est devenue l'une des villes les moins fréquentables des États-Unis. On assiste aujourd'hui à l'effet inverse. Par cette transition numérique, en fait, on est arrivé à venir absorber ces difficultés pour les transformer en des atouts. Ils sont venus reconstruire la ville en se conservant son patrimoine, mais en amenant des nouveaux acteurs, des nouveaux cadres, des nouveaux utilisateurs, on va les appeler comme ça,
puisqu'ils sont là pour redorer le blason de la ville, mais aussi amener une nouvelle économie. Une économie qui se développe par le numérique, par cette Smart City qui est en lien à la fois au niveau des êtres humains, à la fois au niveau des entreprises et du numérique. C'est un lien total qui est refait. Donc la Smart City, c'est pas la solution forcément indispensable, mais elle sera incontournable. Vous avez une définition du mot Smart City tout à l'heure. Non, c'est pas du mot Smart City, c'est qu'on parle souvent, on est souvent sur les termes d'ambicisme. Le philosophe que vous avez dit tout à l'heure, on va pu dire. Le Smart a été traduit ici en Europe par le spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et technologique. On peut rajouter le E pour le environnemental ou écologique. Aujourd'hui, c'est une préoccupation première. Mais est-ce que ça devrait en fait une définition générale pour tout le monde? Je ne sais pas. Mais ça peut amener aujourd'hui à avoir une réflexion qui est de dire on ne travaille pas l'un contre l'autre, c'est pas le numérique contre les centres-villes, contre l'ancien petit commerce de proximité. C'est bien faire. La Smart City va venir aider les collectivités à référencer leur commerce, à référencer au niveau des offices de tourisme des parcours pour des gens étrangers qui viendraient d'autres pays et avoir facilement de l'information sans aller avoir à aller chercher auprès des personnes en être humain. Ça n'empêchera pas le contact et ça permettra d'avoir directement tous les éléments pour aller découvrir le pays et peut-être avoir une attractivité différente. C'est une raison de droite que je vais poser la question. Tout ce que dit Jérémy Trémy, c'est vous êtes d'accord avec ça pour avoir une offre? Donc WeezyShop a développé une offre pour les commerçants qui deviennent des e-commerçants et c'est cette transition numérique. Est-ce que là, vous partagez la même réflexion? Alors, bonjour à tous. En fait, totalement, parce que nous, WeezyShop, on s'est créé en 2008. On va dire qu'on était un peu dans les débuts du e-commerce. Et on a vu un peu différentes transitions, différentes phases, où au départ, c'était vraiment le numérique, le digital contre les commerçants physiques. Donc il a fallu faire preuve de pédagogie. C'est vrai qu'il y a eu un moment de latence où il y a eu un peu ces débats, ces réflexions sur le numérique va tuer le commerçant de proximité. Or aujourd'hui, on voit que effectivement la philosophie a complètement changé parce qu'aujourd'hui le digital, le numérique sert justement le commerçant et le commerçant se sert du numérique. Donc il y a vraiment quelque chose de transversal entre les deux et aujourd'hui c'est vrai que si on parle un petit peu de stratégie, aujourd'hui un commerçant, où qu'il soit en centre-ville ou en périphérie, aujourd'hui c'est devenu incontournable pour lui d'utiliser les outils numériques, pas que pour trouver forcément d'autres acheteurs potentiels au-delà de sa zone de chalandise naturelle, mais c'est également pour faire revenir à lui des acheteurs qui n'auraient jamais connu la boutique s'ils n'avaient pas eu une démarche digitale qui peut passer par son développement d'autorité sur les réseaux sociaux, par tout simplement de la publicité sur internet. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'exemples, maintenant ça fait 10 ans que WeezyShop existe. On a énormément d'exemples de commerçants qui se sont mis au e-commerce et qui nous ont fait part de leur étonnement parce qu'ils s'apercevaient que finalement par les actions qu'ils menaient sur internet, dans leur communication, ils arrivaient à faire venir des gens et revenir des gens à leur boutique, chose évidemment qui n'était impossible avant quand eux ils se contentaient uniquement d'être présents dans leur rue. Voilà, donc vraiment internet a permis justement ça et nous aujourd'hui on a ce discours de dire bon, les deux se servent et il n'y a pas à mettre en opposition un contre l'autre. Vous êtes d'accord avec ça? C'est très complexe hein, parce que nous, les dépôts, on regarde les villes moyennes aujourd'hui. Les villes moyennes, on regarde ces villes de 10 000 habitants jusqu'à 80 000 habitants. Bon, on remarque qu'il y a des taux de vacances très importants sur les commerçants. D'ailleurs, c'est pas très loin d'ici, Brignoles, Réunion, ou villes que vous pouvez connaître, mais il y a vraiment des taux de vacances importants. Et c'est vrai que le numérique n'est pas forcément arrivé dans ces petites villes moyennes. Donc, et nous, Caisse des dépôts, on essaie de dire aujourd'hui aux maires, aux collectivités locales, de retravailler bien évidemment sur le projet urbain, de revitalisation du centre commercial et sur la partie aménagement, voire stationnement, mais aussi sur le numérique. Le numérique qui va occuper une place de plus importante justement dans ces collectivités. Et c'est vrai que le commerce dans ces collectivités locales a beaucoup souffert des centres commerciaux en périphérie. Aujourd'hui, le commerce, son vrai concurrent, c'est Amazon.
business Amazon. Et on a d'autres problématiques à traiter, notamment vous avez évoqué le dernier kilomètre. C'est vrai que les villes aujourd'hui, c'est beaucoup de bruit, taux de progression, j'ai ma collègue du groupe La Poste qui est au fond de la salle pour dire, mais les taux de progression des colis qui sont assez importants, de plus de 15 à 16% par an de progression. Donc il y a vraiment un sujet sur le dernier kilomètre. Mais au-delà de ça, c'est sur la partie commerce, c'est comment c'est repenser le commerce de demain. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que le commerce finalement dans les collectivités, je crois qu'on a tous comparé les prix en allant dans un petit commerce et on a tous interrogé à un moment donné Internet pour savoir si c'était plus cher ou moins cher, en tout cas quel était l'écart. Et je crois que demain peut-être, est-ce que le commerce dans ces villes moyennes sera simplement une espèce de showroom où on pourra regarder, essayer, toucher, tester et puis demain se voir livrer directement l'article qu'on aura vu dans le magasin. Juste, je voulais préciser quelque chose à ce sujet. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que les villes, les métropoles doivent être moteurs. Alors, moteur du e-commerce, effectivement, Toulouse a très amont travaillé là-dessus, notamment avec une synergie entre les startups et les grands groupes. On a aujourd'hui une startup qui s'appelle Talir, qui effectivement nous a proposé une solution pour dynamiser la commercialité des centres-villes de Toulouse. Pour ce qui concerne, et qu'on a pris en expérimentation, et qui demain, j'espère, répondra à l'appel d'offres qu'on est en train de mettre en place, j'espère avec un grand groupe, présent dans la salle, sur une expérimentation, sur une solution de plateforme d'exposition des commerçants de la ville. Ce que je voulais dire, c'est que les villes-centres sont moteurs, et les villes périphériques, les communes périphériques, qui sont bien à 37 sur Toulouse Métropole, sont là aussi pour suivre derrière, à leur mesure, en fonction de leurs moyens, de leurs besoins, ce que nous leur proposons. Et cette start-up, par exemple, est en train de parler de plusieurs villes moyennes de 10 000 ou 15 000 habitants de la métropole toulousaine pour essayer de trouver des solutions pour effectivement la dynamisation du centre commercial de leur village. Donc, notre rôle de métropole en France, c'est de porter ce discours, porter cette stratégie, mettre les moyens derrière qu'il faut pour effectivement développer une Smart City. Bien sûr, n'oublions pas les communes qui forment les métropoles, qui ont effectivement, il y a de la mutualisation, mais pas à tous les niveaux, et qui aussi ont besoin, et la Caisse des dépôts est là aussi pour aider, des projets pour essayer de faire notre Smart City à eux. Alors, je voudrais juste rebondir sur les propos de M. Richard Curnier. Effectivement, il y a le monde change. Bon, ça, j'apprends rien à personne, mais comme tout grand changement, il y a des changements dans les usages. Et c'est vrai que nous, ce qu'on constate, quand on parle de e-commerce, la grosse problématique, effectivement, qu'on peut observer, c'est qu'il y a des nouveaux métiers derrière, il y a des nouvelles connaissances à avoir, et c'est certain que pour un commerçant, si à un moment donné, le commerçant, au-delà de sa zone géographique, il peut effectivement plus ou moins souffrir de ce changement, mais il faut qu'il prenne à bras-le-corps ces modifications, et ça passe par beaucoup d'éducation, de formation, de montée en compétences, parce que c'est certain que quand on parle de e-commerce, on va parler, mais comment on fait... Enfin, nous, les problématiques qu'on voit au quotidien, les questions sont les mêmes. Hein, c'est, ok, d'accord, il y a les réseaux sociaux, tout le monde va sur Facebook ou Instagram ou à titre perso, mais comment on fait quand on est e-commerçant, comment on les utilise, ça, forcément, il y a des métiers derrière. Il y a des métiers qui se développent dans les universités, dans les écoles de commerce. Il y a des formations qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas encore il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans, il y a encore moins il y a 10 ans, évidemment. Donc tout ça, c'est vrai que le grand enjeu, et nous, avec Wizishop, on a pris conscience, hein, donc on a mis en place un grand plan de formation qu'on offre aux commerçants qui s'inscrivent chez nous, où on va vraiment expliquer de la première étape comment s'inscrire auto-entrepreneur jusqu'à comment se servir, faire du copywriting, se servir de la pub sur Google, de la pub sur Facebook, des influenceurs, etc. Bref, on explique tout aux commerçants pour le faire monter en compétences. Parce que c'est certain que quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je pense que la perception, c'est que les gens ont subi cette transformation. Et c'est vrai que nous, on pense, et on en est convaincus qu'effectivement, alors il y a des gros acteurs, on a vu Toys R Us aux États-Unis, c'est certain, Amazon les a tués. Il y a Carrefour, ils sont dans une réflexion profonde de leur modèle, parce que Amazon va aller sur le terrain de Carrefour et Amazon risque de tuer Carrefour et pas que Carrefour.
Donc c'est certain que voilà, il y a des grandes mutations. Les petits commerçants et les moyens commerçants, enfin nous c'est notre cible, quoi qu'il en soit, c'est nos marchands, c'est le cœur de nos marchands. Eux, là où ils peuvent tirer leur épingle du jeu, justement, c'est que ils peuvent apporter toutes leurs différences par rapport à des mastodontes du commerce et du e-commerce sur les types de produits qu'ils apportent. C'est vrai que ça fait partie. Dans la formation, on explique quel type de produit choisir, comment les vendre, pourquoi aller sur des niches et pas être généraliste, etc. Mais c'est certain que les usages d'Internet aujourd'hui permettent à son échelle de vraiment tirer son épingle du jeu. Mais pour ça, c'est vrai que ça passe par beaucoup d'éducation, de temps et puis de volonté. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Je reconnais que c'est pas simple et qu'on est vraiment dans un entre-deux en termes d'usage, de culture. Comment est-ce que du coup on doit repenser la vie? Ça c'est autant le professionnel de l'immobilier que la collectivité, même avec les EPO d'ailleurs dans l'aide que vous pouvez apporter aux collectivités. Bon, alors dire on ne reconstruit pas la vie sur la ville, ce que vous disiez tout à l'heure. Néanmoins, sur les nouveaux quartiers, est-ce qu'on les fait différemment? Est-ce qu'on les pense différemment? Je vais parler pour le côté professionnel. Aujourd'hui, construire sans répondre aux besoins des clients futurs, des futurs usagers, c'est ineptie. On construit non pas des logements pour des bureaux ou des commerces en centre-ville pour simplement générer de l'argent. Il y a aussi une vie qui est créée. Cette vie qui est créée, elle est permise par des fluctuations, par une adéquation au numérique et un lien entre les gens. Le but, c'est de recréer du lien social, c'est ramener les gens. On parle de mobilité intelligente, de mobilité numérique. On parle de lien entre les gens. Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui développent ces services. On voit à travers la production des logements neufs aujourd'hui, à peu près, je pense, 90% aujourd'hui des logements neufs sont produits d'abord par des architectes, mais sous des traitements numériques, sont analysés par des techniciens en traitement numérique derrière, et on répond à un besoin d'une clientèle nouvelle, qui est le logement connecté. Aujourd'hui, tous les promoteurs, tels que je peux les appréhender, ont une offre de logement qui est connectée. C'est l'intelligence artificielle qui intervient, c'est le réglage automatique du chauffage, de la lumière, de la présence en fonction de je m'en vais, je suis là, des habitudes utilisées. Mais c'est également un lien entre les gens. On a aujourd'hui Jobers, qui est une conciergerie numérique qui permet aux gens de se tenir informés de ce que fait l'autre, de rendre service. On a des mises en place aussi avec la Caisse des dépôts et conciliation de logements dits intergénérationnels. C'est également, ça peut sembler péjoratif comme terme, mais c'est également des choses qui permettent de recréer du lien social, tout en amenant tous les types de populations à se servir de ces outils qui seront déjà installés dans leur bâtiment au quotidien, dans leur habitat. C'est facile de prévoir les usages dans 20 ans. Qui a le boule de cristal? Quelle sera la prochaine révolution au-delà du numérique? La vision peut-être de la collectivité. Oui, allez-y. Non, je crois que ce qui est important, c'est aussi le très haut débit. C'est un vrai argument. C'est-à-dire c'est une vraie question, on doit justement des groupes. Aujourd'hui, c'est bien dans les commerces, effectivement, les commerces, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y aura suffisamment de réseaux dans certaines collectivités pour avoir du débit, pour télécharger? Et ça, c'est le vrai sujet. Nous, on sensibilise beaucoup les collectivités locales. Alors, c'est plutôt au niveau départemental, les conseils départementaux, les régions, pour déployer la fibre optique, le très haut débit, sur l'ensemble du territoire. Parce que sans infrastructure, il ne se passera rien. Non, c'est une anecdote marrante, mais pour rebondir exactement à ça, c'est que bon, on est trois associés sur WeezyShop. Un de mes associés a dû partir pour raison familiale dans le Jura. Il a choisi sa commune en fonction justement de la connectivité du réseau. Voilà, et puis on parlait tout à l'heure, on a évoqué le coworking, et c'est vrai que voilà, ce sont des tendances. Nous, on a beaucoup d'employés qui travaillent dans la semaine de chez eux. Bon, on est bien pourvu sur la Côte d'Azur et sur le littoral notamment, donc ça va, mais c'est vrai que dans des régions, ça peut être un véritable enjeu. Dans la région, excusez-moi, je ne comprends pas, mais en venant de Marseille, sur la métropole Aix-Marseille-Provence, on n'a pas forcément le très haut débit de partout. Les collectivités, certes, il y a 92 communes, donc, mais il y a quand même quelques collectivités, on a du mal à avoir le très haut débit. Le très haut débit, je crois que le gouvernement s'est exprimé là-dessus. Édouard Philippe est venu d'ailleurs à Lot, la région Occitanie, pour expliquer qu'il y avait un plan pour 2022. Donc je crois que même à l'aube 2024, on aura quand même le très
au débit dans toute la France entière, c'est ce qui a été dit. Moi, je suis plutôt dans ce croire. Bon, c'est vrai que dans les métropoles, on n'est pas très concernés. Alors là, j'ai souvent dit, je dis souvent, on a des problèmes de riches. C'est vrai qu'à ce niveau-là, on est assez bien pourvu, c'est très haut débit. Alors, pour revenir à la question initiale, effectivement, comment nous, on a essayé de voir, alors je ne sais pas, les usages de 2030, on n'arrivera peut-être pas à les penser dès aujourd'hui, surtout avec les progrès figurant de l'intelligence artificielle, mais comme je disais tout à l'heure, c'est en fait, cette co-construction avec les citoyens, elle est primordiale. Et les solutions que l'on propose aujourd'hui sont des solutions, lorsqu'on fait par exemple nos appels à projets citoyens chaque année à Toulouse, c'est pour donner une part dans cette construction, dans cette co-construction, une part de réflexion citoyenne pour essayer d'amender ou de créer de nouveaux usages de façon à pouvoir réinventer cette ville de demain dans tous les domaines que j'ai cités tout à l'heure, aussi divers et variés, avec bien sûr une volonté d'être dans une métropole disruptive et agile. Et cette façon de pouvoir consulter les citoyens, cette forme d'appropriation de la vie de demain et des nouveaux usages qui feront se bien vivre ensemble dans nos métropoles. C'est le sujet en fait de l'évolution numérique. Et en fait, le gouvernement est en train de travailler sur ces sujets, vous le savez bien. Il y a un rapport de Majoubi qui est récemment sorti, qui donne un certain nombre de pistes. Et moi, je faisais hier une conférence à Toulouse, à la CCI, et on parlait c'était un sujet sur la finance, mais c'était lié à ces sujets-là. Et on parle de la question numérique, qui a tendance en France à être un peu trop jacobiniste. C'est-à-dire que les décisions tombent en fait top-down et puis elles arrivent sur les territoires et on se demande un peu finalement comment on va pouvoir régler tout ça, faire en sorte que malheureusement on a la caisse des dépôts, parce qu'il manque des territoires pour nous aider, mais à mettre en place ces préconisations, mais c'est pas facile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on fait avec mon président Jean-Luc Boudin, qui est président de France Urbaine, M. Estrosi, aussi, on essaie de travailler sur finalement trouver des solutions sur les territoires. Et ça, c'est à mon avis beaucoup plus important parce que nous, on a nos citoyens, on a nos concitoyens, on a aussi nos grands groupes, on a nos start-up, on a nos solutions sur les territoires et bien souvent, on n'a pas besoin d'aller en Asie ou aux États-Unis pour trouver des solutions à nos vies de demain. C'est le sujet que, effectivement, vous évoquiez précédemment, de se retrouver dans une Europe un peu, parce qu'on ne n'est pas la France, un peu restreinte face aux GAFA et aux Baltiques de chaque côté qui sont en train de nous manger. Pour être très trivial. Ceci dit, l'intelligence artificielle, puisque c'est une des priorités stratégiques, j'ai pu comprendre, du gouvernement Macron, comme président Philippe, c'est un sujet, à mon avis, que nous devons prendre vraiment en main sur le terrain. Et c'est une stratégie que l'on va mettre en place bien vite, qui a déjà commencé d'ailleurs, et qui sera une des solutions, en tout cas on le pense, dans ces différents applicatifs et différents usages, aux vies de demain, aux smart cities de demain. Certes, l'outil numérique ne fait pas tout, l'outil numérique aide à finalement pouvoir trouver de nouveaux usages, de nouvelles solutions, finalement de mieux vivre, de vivre plus facilement, pour les seniors par exemple, dans nos vies, mais pas que pour les commerçants, il faut trouver des solutions. Moi je sais qu'à Toulouse, ils sont très demandeurs. À Toulouse, les commerçants, il faut avoir des solutions numériques pour booster leur commerce. Ils ont bien compris qu'en deçà de l'e-commerce, c'est pas comme l'e-commerce, c'est que c'est aujourd'hui de faire un pas sur le numérique, et quand on est commerçant, même dans une ville moyenne, c'est une grosse erreur. Donc ça, ce sont des enjeux qui sont des enjeux business, des enjeux aussi territoriaux, et je pense que les métropoles françaises et les territoires, les aires urbaines ont cette capacité à rebondir parce qu'on a suffisamment aujourd'hui d'outils sans alors là je suis un peu sans être obligé de légiférer à tort parfois je pense et se mettre des contraintes qui sont des valeurs ajoutées ou pas. Par exemple le RGPD, aussi, le règlement général de la propriété, de la donnée personnelle, est-ce que c'est une valeur ajoutée positive ou est-ce que c'est un frein finalement au développement économique de nos territoires? C'est un sujet. Hein. Bon, c'est vrai que la transparence c'est bien, c'est vrai que l'harmonisation, le normatif c'est bien, c'est vrai que c'est une différenciation par rapport à des pays anglo-saxons, mais est-ce que c'est ça qui va nous permettre
permettre de trouver cette révolution industrielle du XXIe siècle, telle tant attendue en Europe. Je ne sais pas. Tout à l'heure, vous parliez d'Hervé, le mot attractivité. Vous fait la Caisse des dépôts, notamment avec les boutiques à l'essai. Ce que vous faites avec le bâton d'initiative, c'est aussi contribuer à l'attractivité des centres-villes. Donc, la boutique à l'essai, c'est porté par un réseau qui s'appelle Initiative France. Dans le réseau Initiative France, et qui est abondé par la Caisse des dépôts. Et l'objectif du réseau, c'est d'apporter des prêts à 0% à des porteurs de projets. Donc, généralement des commerçants qui se lancent dans le business. La boutique à l'essai, c'est de dire aujourd'hui, vous avez un projet, mais vous avez peur de vous engager, de contractualiser un plan commercial qui est assez contraignant juridiquement. C'est vrai qu'on a envie de tester son business, on n'a pas très envie de s'engager. C'est compliqué ensuite, une fois qu'on a signé un bail, pour pouvoir se contracter. Et donc la boutique à l'essai, c'est le réseau fait ça très bien d'ailleurs. Comme il y a des projets, des premières boutiques à l'essai qui sont lancées dans le réseau international. Et en disant, prochainement, il y aura un bassin qui va s'installer. Donc c'est une vitrine qui est fermée, bien évidemment, puisque c'est un commerce vacant. Donc c'est la collectivité locale qui aussi, quelquefois, est propriétaire locale et est prête à louer pour un loyer public. Mais du coup, il y a du buzz là-dessus. C'est une vitrine qui est toute... voilà, customisée. Voilà, je cherche le mot, customisée. Et ça dure 3 mois. Entre-temps, on recherche bien évidemment le lauréat qui a un projet et dont le réseau Initiative France va lui accorder un financement pour le stock, tout son business. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, les premières boutiques qui ont fonctionné, c'est que les gens passent devant, donc ça attire l'œil, effectivement, ils sont assez curieux. Et au bout de 4 mois, quand la boutique ouvre, donc il y a un événement qui se fait autour. Et ensuite, voilà, le concept marche assez bien. Puisqu'il y a des boutiques qui se créent autour, qui s'ouvrent, et ça crée une dynamique dans le quartier. Ça se fait pas, ça se fait plutôt dans les centres-bourgs, pas dans les métropoles, mais plutôt dans les villes, là où il y a des taux de vacances quand même qui sont relativement importants, et où la collectivité locale est propriétaire du lieu où il faut commencer. C'est l'attractivité, monsieur l'immobilier. C'est gentil pour monsieur oui. Jusque-là. Non, pour l'attractivité, il y a des exemples concrets aujourd'hui. Alors, on parle de startups qui ont créé différents services. On a dans des villes aujourd'hui des référencements de rez-de-chaussée commerciaux à disposition. Alors, je rebondis simplement parce qu'on parlait de développement économique et de l'accompagnement dans des smart cities, des centres-villes. Ces référencements permettent de la même manière par un traitement de données. Il ne faut pas oublier que derrière les traitements de données numériques, il y a toujours des hommes à un moment donné qui saisissent. C'est vrai. Il y a du numérique, mais tout n'est pas tout fait automatiquement. Derrière ça, ces applications elles permettent justement aux nouvelles générations, ou du moins à ceux qui sont connectés, de se rendre compte qu'il y a des opportunités, qu'il y a des possibilités de faire, et de peut-être amener des solutions, des propositions auxquelles, on peut dire, les plus anciens n'avaient pas forcément pensé. Cette redynamisation, on peut l'avoir dans différentes interventions. Je reprendrai l'exemple de Détroit parce que c'est assez flagrant. Non pas que les États-Unis soient un exemple et un modèle à suivre, parce que si on compare la ville de Détroit, je crois qu'il y a 30 millions d'habitants, donc c'est 50% de la France. Donc quand ils font un projet, on va dire qu'il y a un peu plus d'impact que sur une ville d'une métropole de 3 millions d'habitants. Mais c'est ce renouveau qui a été permis à Détroit, c'est fait par la mise en place d'applications de ce type, en disant attention, il y a des immeubles qui sont à l'abandon, il y a des rez-de-chaussée potentiellement qui sont vides et qui pourraient être exploités. Et c'est de la même manière que la Caisse des dépôts le fait sur ces territoires. C'est une demande qui a été faite par les collectivités là-bas pour investir les gens à proposer des solutions. Et c'est ces solutions-là qui ont été mises en œuvre et qui ont permis aujourd'hui un renouveau dans la ville. Pourquoi ça ne marche pas en France? C'est une bonne question, effectivement. Oui, pourquoi pas. On parlait tout à l'heure des gros acteurs du web, comme Le Bon Coin par exemple. Le Bon Coin qui ouvre des boutiques physiques aussi dans les villes. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce phénomène, Cédric?
toute façon, d'une façon générale, quand on regarde les gros acteurs, même des Decathlon ou autres, finalement, ils commencent très généralistes et puis après, ils essayent de segmenter un petit peu leur marché pour aller vers des niches et être présents. Alors, soit ils rachètent des acteurs d'un marché, soit ils le créent eux-mêmes. Donc, c'est vrai que sur l'initiative du Bon Coin, il faut attendre de voir un petit peu les résultats, mais finalement enfin nous ça ne nous surprend pas, on est dans l'attente de voir ce que ça va donner, mais ça ne nous surprend pas d'avoir cette stratégie-là pour eux, parce que c'est un acteur à la base exclusivement web, et c'est vrai qu'ils ont une force de frappe au sein de leur plateforme qui leur permet peut-être d'exploiter ce type de business-là. Donc, on n'a pas encore d'avis tranché sur ça, on attend de voir aussi ce que ça va donner. Est-ce que du coup ça a un effet attractif pour le commerçant qui se dit, oui, effectivement, le e-commerce est bien complémentaire en synergie du commerce physique? J'espère que ça l'est. C'est vrai que, quoi qu'il en soit, nous, le discours qu'on avait, ou le discours qu'on entendait il y a quelques années, on voit que dans les mentalités, ça commence à changer. Le travail pédagogique des uns et des autres commence à faire son effet. Mais on voit aujourd'hui des e-commerçants, des pure players qui ont commencé avec leur boutique, qui vont vers le commerce physique, parce que ça fait partie d'une stratégie globale d'avoir de la présence, de renforcer sa marque aussi, et de pouvoir faire des innovations. Alors j'ai en tête une de nos plus anciennes commerçantes qui est sur la Côte d'Azur en plus, c'est Monty Bikini. Ouais, voilà, on l'a vu au tout début, donc très belle réussite. C'est un des leaders de son marché sur le maillot de bain, comme le nom de sa boutique l'indique. Elle, par exemple, elle a tenté de mettre en place des distributeurs de maillots de bain. Elle a fait ça effectivement dans les hôtels. Voilà, elle a fait ça dans les hôtels. Donc elle a eu cette démarche d'aller sur du physique. Puis également, elle a commencé avec un point de vente à côté de ses bureaux, là-bas sur Montsartou, je crois. Oui. Donc elle est dans cette démarche-là, et elle, ça fait partie, clairement, elle qui était dans une démarche de levée de fonds, etc., de s'entourer d'investisseurs, ça faisait partie de sa stratégie de aussi développer le côté commerce physique. Donc voilà, et à l'inverse, on a nos clients, Logesinis par exemple, mais bon pas que, mais je prends exemple parce qu'ils sont ici. Eux, ils ont une démarche justement dans leur point de vente physique, mais notamment si vous allez sur la boutique Place Masséna, de faire vraiment vivre une expérience à chaque client, je perds mes mots, mais chaque personne qui va dans la boutique, de pouvoir avoir des ventes digitales dans leur boutique pour que, évidemment, le vendeur n'est pas toujours disponible, et plutôt que d'attendre, effectivement, l'expérience d'achat, l'expérience de navigation qui peut exister aussi dans la boutique physique fait que les gens naviguent dans la boutique physique, ils naviguent sur l'interface web pour regarder les produits, le stock, pour même les commander sans le vendeur et les récupérer directement à l'accueil. Donc, pour ça, quand on parlait de synergie et de transversalité, mais c'est vrai que de plus en plus d'usages de gens qui ont des boutiques physiques essaient de faire du web to store, de ce genre de choses, qui permet de créer vraiment des synergies entre les deux. Après, il faut avoir les connaissances pour le faire, il faut avoir l'état d'esprit pour le faire, et on en revient toujours à beaucoup d'éducation, de formation, parce que c'est vrai que nous, le tronc commun, le dénominateur commun de toutes les sociétés qui ont cette démarche-là, c'est souvent, elles s'entourent en interne dans leurs équipes de gens qui sont justement issus des filières, des nouvelles filières de formation, issus de... Il y a une belle école qui fait ça, un sub de web par exemple, qui est sur Nice, au-dessus de Nice Étoile. Une boîte personnelle, on a beaucoup de gens qui travaillent chez nous qui sont issus de cette formation, c'est une formation web, très bonne école. Et voilà, ce sont des profils assez polyvalents. Et c'est vrai que le dénominateur commun, c'est qu'ils arrivent, ces sociétés arrivent à s'équiper, si je puis dire, mais de personnel qualifié qui peuvent lancer ce genre de dynamique. Parce que c'est vrai que pour un dirigeant, c'est pas évident. Il y a tellement de choses à faire dans une journée, il y a déjà beaucoup à faire avec un commerce physique. C'est pas évident d'aller vers cette mutation, cette transformation digitale.
Et ça, il faut se faire accompagner. De manière générale, sur le rôle de la collectivité, est-ce qu'elle doit juste impulser? Est-ce qu'elle doit être beaucoup plus encadrante? De la même façon, dans l'immobilier, quand on a parlé de la construction, donc la conception au départ, mais quand vous imaginez par exemple un quartier, aujourd'hui il y a beaucoup de mixité, est-ce qu'on réfléchit aussi à quel type de commerce on met en bas des immeubles? Oui, commencez là-dessus. Pour la collectivité, effectivement, notre rôle, c'est de porter une vision politique, stratégique de développement, effectivement, de cette ville de demain, de la commercialité, des zones urbaines, des zones d'aménagement. C'est effectivement nous qui devons porter cette impulsion. Après, on doit aussi se mettre en position de pouvoir aider l'ensemble des aménageurs pour pouvoir mettre en œuvre la politique pour laquelle, en général, les élus ont été élus. Donc, c'est un peu un mix entre les deux. Après, je crois que dans cette logique dont on parlait tout à l'heure de partenariat public-privé, chacun doit donner le meilleur de soi pour aller avancer dans les projets qu'on a à mettre en place. Donc, à la fois la collectivité, mais à la fois les privés et les promoteurs ou les aménageurs, parce que la vision que nous, élus, on peut porter à travers ces villes de demain, c'est une vision, comme je dis, en tout cas à Toulouse, mais je pense qu'en général c'est pareil, qui est concertée, qui est faite avec les citoyens et qui a un certain sens finalement de la logique et de la perspective intelligente de ce que l'on pense que ça sera le mieux pour le bien commun demain. Donc il faut effectivement prendre en compte cette réflexion et puis on doit nous aussi aider le privé dans sa réalisation de cette politique avec les moyens qui sont à notre disposition, en tout cas le conseil de la métropole, mais pas que, aussi les relations qu'on peut avoir avec les grands groupes. À Toulouse, on travaille beaucoup sur cette concertation entre grands groupes et start-up, comme je l'ai dit aussi. C'est notre rôle, je pense aussi, d'aller au-devant des industriels et d'essayer de pouvoir, par exemple, sur des démonstrateurs ou mettre en place des expérimentations sur nos territoires, par l'urbanisation, par exemple le quartier des Eaux à Toulouse, pour pouvoir dire que ce quartier-là, il est fléché quartier du XXIe siècle, quartier numérique, avec tout ce que ça supporte comme réflexion en termes d'usage, en termes de fluide, en termes de smart building, en termes d'habitation, vous le disiez tout à l'heure, de bureaux, et cette réflexion-là, elle est portée de façon commune avec les financeurs, avec les aménageurs, avec les collectivités et les citoyens. Pour argumenter un petit peu, aujourd'hui, je crois que les élus, les collectivités ont conscience de cela. Dans les grandes urbanisations, dans les grands projets d'urbanisation, Christian Estrosi pourra en parler de lui-même plus facilement, les événements sont pris en compte du début jusqu'à la fin, en anticipation, certes, sans boule de cristal, mais aujourd'hui, il est inimaginable de réaliser des nouveaux quartiers sans avoir fait des appels d'offres, sans avoir comparé, sans avoir fait intervenir des sociologues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consultations et les prises de conscience de la collectivité sont faites en prenant en compte tous ces tenants et ces aboutissants. Aujourd'hui, développer un nouveau quartier et une urbanisation sans qu'il y ait un lien, je reparle de lien social ou un partenariat entre les collectivités et les privés, ça n'est pas possible. Il faut des transports en commun pour amener les gens d'un endroit A à un endroit B, d'un lieu d'habitat à un lieu de travail, si c'est pas au même endroit ou si les choses évoluent. Et pour ça, il faut une intervention de la collectivité en partenariat avec les professionnels pour l'aménagement des secteurs et du devenir du lendemain. Et les consciences aujourd'hui ont évolué et tout ça est pris en compte aujourd'hui dès en amont. On a pu voir dernièrement sur Destination Méridien, une très grosse opération de 78 m² qui va poursuivre la continuité de l'East Valley. Tous ces éléments-là ont été pris en compte bien en amont.